Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 2 juillet. Ce soir, on passe à table. Des apprentis restaurateurs américains sont en ce moment en stage dans le département. L'idée, c'est de comparer leur méthode de travail avec celle de leurs jeunes homologues français. À 2 jours des quarts de finale entre la France et l'Allemagne, rencontre aussi ce soir avec Maxime Bossis, le grand Max. C'est ce joueur de Saint-André-Treizevoix qui a notamment participé aux demi-finales de la France au mondial de 82 puis de 86. Et puis on ira aussi se balader le long du littoral sablais en compagnie d'Antoine Tatin, un photographe professionnel qui vient de sortir un livre intitulé Front de mer. Pas les mêmes traditions, pas la même culture non plus, mais bien le même amour pour les bonnes choses, de préférence celles qui ont du goût et qui sont jolies dans les assiettes. Une poignée d'étudiants américains est actuellement en Vendée pour le stage de fin d'année. Tous sortent d'une prestigieuse école de cuisine du Texas, dirigée par le fils du fameux pâtissier Gaston Lenôtre, Anthony Jamin. Lily est concentrée. Avec son amie Claudia, elles ont parcouru 8000 km depuis leur Texas natal pour ce stage de 8 semaines dans les cuisines de ce restaurant montois. Nouvel environnement et nouvelles approches culinaires. La plus grosse différence est qu'il y a plus de travail d'équipe ici qu'aux États-Unis. Et l'approche que vous avez des produits est plus régionale et locale, ce qui donne aux plats des saveurs uniques. J'ai hâte de pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris ici de retour chez moi et d'en faire quelque chose de bien. À Houston, au Texas, Lily et Claudia sont inscrites au Culinary Institute Lenôtre, une prestigieuse école sur les techniques culinaires, jumelée depuis 2 ans avec le lycée hôtelier Les Sorbets à La Roche-sur-Yon. Alors c'est un échange avec les États-Unis, avec M. Alain Lenôtre, le fils de Gaston Lenôtre, et nous avons eu la chance depuis 2 ans, en collaboration avec un professeur de cuisine de chez nous, de pouvoir faire cet échange, c'est-à-dire que nos Français partent 8 semaines aux États-Unis et les Américains viennent actuellement 8 semaines en France. Arnaud, le chef, a lui-même tenté l'expérience outre-Atlantique. Il sait que le travail en cuisine n'est pas autant valorisé dans les établissements américains. Il veut donc sensibiliser Lily et Claudia à l'importance qu'a chacun dans le résultat final. Après, nous, on est là aussi pour leur montrer comment c'est la vraie vie, parce qu'on n'est pas à l'école ici, on est dans le monde du travail, donc il faut participer à toutes les tâches, donc participer au bon fonctionnement de toute la cuisine, donc réceptionner les livraisons, nettoyer le plan de travail, nettoyer la cuisine, chose qu'ils ne font pas à l'école forcément, parce que vu le prix que leur coûte l'école, ils sont concentrés sur les activités et les fiches techniques de leur cuisine. Dans 15 jours, le stage des 2 Texanes prendra fin sur la côte de Lumière. En 2 mois, elles auront acquis de nouvelles techniques culinaires, découvert de nouvelles saveurs et appris l'organisation du travail à la française. Trafic d'influence, corruption active et recel de violation du secret professionnel. Voilà les 3 chefs d'accusation retenus contre Nicolas Sarkozy et qui veulent donc aujourd'hui à l'ancien président de la République une mise en examen. Autant de motifs en lien avec l'affaire des écoutes placées sous surveillance téléphonique dans le cadre d'une autre enquête, celle du financement de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Kadhafi. Les enquêteurs suspectent Nicolas Sarkozy de vouloir obtenir par le biais de son avocat des informations dans le dossier en cours après l'information judiciaire ouverte fin février, place donc à la mise en examen, suite finalement classique de la procédure pénale, ce qui ne manque pas de faire réagir les responsables politiques. Cette mise en examen, elle n'étonne personne. Ça fait quand même depuis que M. Sarkozy n'a pas été réélu, que semaine après semaine, on entend parler des affaires et des affaires. Bon, il est redevenu un citoyen justiciable comme tout le monde et moi je crois qu'il faut que la justice fasse son travail en toute sérénité. C'est un climat qui ne sert absolument personne, c'est pour ça qu'il faut désormais que la justice fasse son travail mais dans la discrétion, qu'elle fasse vraiment son travail. Aujourd'hui on a une justice qui est en train de continuer à se politiser alors qu'il faut vraiment distinguer les choses, qu'elle fasse son travail, uniquement son travail et qu'elle nous laisse aussi faire le nôtre. Notez que la mise en examen d'un ancien président de la République n'est pas inédit. En revanche, la mise en garde à vue hier d'un ancien chef d'État était une première. 2 ans après l'apparition de l'appellation sur les étals des poissonniers, Pavillon France hisse ses premiers drapeaux en mer. Créée en 2010, l'association France Filière Pêche cherche à rassembler
tous les acteurs français du secteur, du marin au distributeur, pour promouvoir ensuite auprès de nous la consommation de poissons français. Alors après les magasins, elle vient donc de distribuer ses premiers étendards à l'autre bout de la filière, aux pêcheurs. Et c'est en Vendée que cette nouvelle étape a commencé. Alors je suis venu d'abord aux Sables d'Olonne parce que je crois que la Vendée et les Sables d'Olonne sont effectivement un exemple puisque c'est l'endroit où on a eu quasiment le plus fort taux d'adhésion à cette démarche. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la Vendée, c'est 170 bateaux et aux Sables d'Olonne, c'est de l'ordre de 60. Donc c'est la quasi-totalité de la flotte qui a investi, qui continue à investir. On va prendre maintenant la direction de la Loire-Atlantique, au nord de Nantes. C'est là qu'habite désormais Maxime Bossis, l'ancien international français né en Vendée dans les années 50. Consultant aujourd'hui pour Orange Sport, Maxime Bossis reste surtout dans les mémoires un des joueurs de la demi-finale historique France-RFA de 1982 aux Mondiaux de Séville. Carl Laboureux. Je suis à côté de Philippe Bergerot, juste debout derrière Michel Hidalgo. 60 ans l'année prochaine, mais il reste l'une des légendes du football tricolore. Triple champion de France avec le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France en 79 et 76 sélections sous le maillot bleu. Maxime Bossis fut l'un des piliers de la génération Platini. Ça a débuté en même temps que Michel Platini, avec qui j'avais fait le service militaire. Et pendant cette année d'armée au bataillon de Joinville, on était sélectionnés en 76, mais il y avait aussi beaucoup de Nantais. Et ça a été, parallèlement au FC Nantes, évidemment une grande joie de se retrouver tous les joueurs de cette génération, pour vivre des moments très très forts, même si certains moments ont été douloureux, notamment le France-Allemagne à Séville. Mais on reste quand même sur 10 années exceptionnelles avec l'équipe de France. Le défenseur totalisera 76 sélections en 10 ans, un titre de champion d'Europe en 84, premier titre majeur de l'histoire du football français, mais aussi 3 Coupes du Monde disputées en 78, 82 et 86, marquées par une 3e et 4e place. Des compétitions internationales qui resteront évidemment le point d'orgue de la carrière de Maxime Bossis. Quand on sait qu'il y a plusieurs millions de licenciés et qu'on se retrouve à 11 sur le terrain, c'est quand même un privilège énorme et j'ai toujours eu conscience de ce privilège. Moi qui suis sorti d'un petit bourg de Vendée et j'imaginais pas, quand je regardais le Brésil en 1970, j'avais 15 ans, à la Coupe du Monde au Mexique, qu'un jour j'allais faire une ou plusieurs Coupes du Monde. C'était loin de mes rêves. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais pu y arriver. Et des rêves, Maxime Bossis en a encore. Voir l'équipe de France 2014 remporter la Coupe du Monde en est un. Et avant cela, la voir s'imposer vendredi prochain face à l'Allemagne serait aussi une belle revanche pour celui qui a vécu les douloureuses rencontres de 82 et 86. Allez la France, évidemment. Les quarts de finale France-Allemagne de cette année au Brésil, c'est donc vendredi à 18h. Quelques communes comme La Roche-sur-Yon prévoient une retransmission sur écran géant. À La Roche-sur-Yon, ce sera place des Halles. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Eh bien, certains chefs d'entreprise ne sont pas franchement d'accord avec Henri Salvador. Ils ont même décidé de contribuer au bien-être de leurs salariés en faisant venir, par exemple, ponctuellement des masseurs sur le lieu même du travail. Des initiatives récompensé par un jeune concours dont la 2e édition est lancée aujourd'hui, le prix Santé Pro de la Chambre de métier et Harmonie Mutuelle. L'idée, c'est de récompenser les entreprises qui chouchoutent leurs effectifs. La santé, c'est aussi un investissement pour l'entreprise, au même titre que peut-être, je dirais, un outil de production. Ça fait partie aujourd'hui, le salarié, dans l'entreprise, c'est la première force. Donc quelque part, agir et faire que les salariés soient mieux au travail, c'est la base même. La santé du chef d'entreprise passe aussi par le bien-être de ses salariés. La 2e édition du prix Santé Pro est donc lancée. Fin du dépôt des candidatures, ce sera en décembre. Sport à présent avec la victoire de Jérémy Bayou sur la 4e et dernière étape de la solitaire du Figaro. La course s'est terminée ce matin dans la rade de Cherbourg et c'est un petit exploit pour le skipper Maître Coq. Il décroche sa 3e victoire sur la course comme Philippe Poupon, Michel Desjoyaux et Jean Lecam. Ça fait du bien quand même, quoi. C'est quand même une étape et la dernière, j'avais pas l'habitude de gagner des solitaires sans gagner d'étape, donc ça c'est fait. Et voilà, ça a été très dur pendant tout, donc à la fin j'ai pris mon pied, c'était pas mal pour finir.
Jérémy Bayou, donc vainqueur de la solitaire du Figaro 2014. Passionné de photos au point d'en faire son métier, vous croiserez peut-être Antoine Tatin sur le remblai des Sables d'Olonne cet été. Amoureux du littoral vendéen, Antoine a sorti un premier recueil de son travail. Le deuxième est en préparation. Cyril Guillet. Je pense que dans ma façon de travailler, il y a un œil amusé, il y a de la tendresse aussi. Je vais essayer de guetter un petit peu la situation. Antoine Tatin est toujours sur le qui-vive, son boîtier à la main. Il arpente le littoral vendéen à la recherche d'instants à immortaliser. Après une demi-thèse d'anglais, il décide de raccrocher les bouquins et de se lancer dans la photographie. À l'époque, quand j'ai commencé, j'habitais à Nancy. Et donc, les immeubles, les routes, les lignes, le mobilier urbain, tout ça, ça a forgé un petit peu mon regard. Et du coup, quand je suis revenu en Vendée, parce que je suis vendéen d'origine, j'ai un petit peu transposé l'expérience que j'avais eue en milieu urbain. Le remblai des Sables est une véritable source d'inspiration pour ce photographe. Depuis 2007, il sélectionne les meilleurs clichés qu'il a réalisés, des photos aujourd'hui compilées dans un livre intitulé Front de mer. C'est globalement un travail plutôt méditatif, une série de photos douces amères sur des promeneurs de littoral. Des gens, on va dire, plus pris en flagrant délit de contemplation. Un peu comme s'ils étaient surpris dans leur intimité. Super, un superbe glacière, superbe paire de tennis, juste devant. Le petit élément de composition qui apporte de la couleur. C'est donc avant tout l'humain qu'il aime photographier. Et avec l'océan comme toile de fond, il pose un œil poétique, parfois même amusé, sur la vie du remblai. Une démarche artistique qui va bien au-delà de la passion. Une passion pour moi, il y a un côté passe-temps. Moi, c'est pas un côté passe-temps, ça répond plus à une nécessité. Nécessité de m'exprimer, de fixer ce que je vois, ce que j'ai envie de dire, de montrer. Le livre Front de mer est actuellement auto-édité, mais est en bonne voie pour être pris en charge par une maison d'édition. Avide de création, Antoine Tatin est déjà au travail pour la réalisation d'un second ouvrage. Après Saint-Cyr-la-Popie en 2012 et Eguisheim en 2013, Vouvant n'est pas le village préféré des Français en 2014. Et non, c'est Cordes-sur-Ciel dans le Tarn qui a remporté hier soir le prix remis par Stéphane Bern suite au vote des internautes. Vouvant est quand même arrivé 8e dans le classement des 22 villages sélectionnés pour cette finale. Le temps de ces dernières heures d'école avant les grandes vacances. Et c'est un jeudi ensoleillé qui s'annonce. Soleil bien jaune, ciel bien bleu, température bien douce, jusqu'à 29 degrés dans les terres. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.